En tout cas, je vous remercie d'être ici et de pouvoir réfléchir avec vous sur ces questions-là. Et le diagnostic fait par Amsatou, c'est dommage que on l'ait arrêté, parce que je crois que c'est sur la base de son exposé que nous, on peut faire quelque chose. Et il était en train de nous démontrer qu'il y avait peut-être des avancées, mais qu'il y avait également des retards énormes pour ce qui concerne la Ligue. Alors, vous m'avez demandé de réfléchir sur le cadre juridique. Le cadre juridique, c'est pour nous les juristes, le cadre, c'est comme un homme et sa maison. Vous pouvez avoir une maison très très belle, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, le cadre ne servira absolument à rien du tout. Tout comme vous pouvez être très riche, vous personnellement, être dans un endroit qui n'est pas très accueillant, le cadre ne vous servira pas. Donc il faut une adéquation entre le cadre et ce que vous voulez faire. Et nous, ce que nous voulons faire, je crois que le modérateur l'a très bien dit, je vais le relire un tout petit peu, mise en valeur d'un spectacle sportif de qualité, poursuite d'objectifs de gain et de rentabilité, et une balance équilibrée entre les deux. Donc c'est cela que nous voulons. Nous voulons que le football soit, du point de vue vision, un endroit dans lequel on peut gagner, que ce soit rentable aujourd'hui, mais nous voulons également que le football puisse nous rapporter des trophées. Ce sont les deux. Et cela, pour que l'on arrive à cela, il nous faut être dans un cadre. Et c'est ce cadre-là qu'il faut essayer de voir. Alors ce cadre, comment on peut le voir? Je crois, avec le diagnostic fait par Amsatou, on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent dans ce cadre-là. On ne l'a pas laissé terminer quand il s'est agi de voir le cadre associatif vers la société, mais c'est important ce qu'il aurait pu dire, et c'est pour ça que je les encourage d'ailleurs à faire ce symposium, et c'est dommage qu'ils soient partis d'ailleurs. Moi je ne comprends pas les dirigeants du football sénégalais. Pourquoi ils sont partis? Ils ont des choses à faire. Ou bien ce qu'on dit, ça ne les intéresse pas. Il faut le dire, hein? Il faut leur demander. Augustin, Saïd, c'est mes amis. Mais ils auraient dû rester et écouter. Ça peut toujours servir. Je crois qu'ils ont tous besoin de comprendre ce qui se fait. On ne peut pas décider comme ça dans le néant. C'est dommage. Heureusement, Bounama est là. Peut-être que lui, il va le rapporter. Non. Bounama n'est plus là. Non. Ah, il est plus... Excuse-moi, Bounama. C'est reposé. Donc, oui. Pour moi, pour qu'on puisse réfléchir dans un premier temps sur cette affaire, il y a une première mise en garde. Et cette mise en garde, c'est celle qui consiste à dire attention au contexte. Il a commencé par le contexte. Dans quel contexte nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne le football professionnel? Il nous a dit le contexte dans lequel le football professionnel est arrivé au Sénégal. Mais le contexte dans lequel nous vivons également aujourd'hui en termes de football professionnel, je crois que ce contexte, il évolue dans un cadre qui est mondialisé aujourd'hui. Le football professionnel, c'est quelque chose de mondialisé. Et si nous voulons mettre en place un système de football professionnel, on ne peut pas faire ignorance de ce contexte mondialisé du football. Dans quel contexte se déroule ce football mondialisé, professionnel? Ce n'est pas autre chose que ce contexte libéralisé. Et je vais juste partir d'un exemple de là d'où vient le football professionnel. Je crois que c'est même daté. C'est daté. Le modèle actuel du football professionnel est daté. Il y a eu deux événements, un seul, d'ailleurs, un qui a été le déclencheur du modèle actuel du football professionnel. On a commencé à payer les gens il y a très longtemps. Mais ce qui a amené cela, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un drame. On va parler peut-être de violence dans les stades. C'est le drame de Heysel. C'est Heysel. Maman, tu as parfaitement raison. C'est le Heysel. Le Heysel a eu comme conséquence, je ne sais pas pour les jeunes peut-être qui ne savent pas ce que c'est, qui vont se débrouiller, ils vont googliser comme ils ont l'habitude de faire, mais le Heysel a eu comme conséquence la suspension et l'interdiction pour tous les clubs anglais de participer à des compétitions internationales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous, il faut qu'on continue. Ils ont fait une sécession de leur fédération et ils ont créé la première ligue, là où il y a aujourd'hui les Chelsea et tout ça. C'est une société commerciale qu'ils ont créée pour faire leurs événements. Ils en ont fait une marque, une vraie marque. Et cette marque s'est développée, elle a gagné des marchés en Asie, elle a gagné des marchés en Amérique du Nord, États-Unis et Asie. Et c'est cette marque-là aujourd'hui qui continue et qui imprime le modèle de football professionnel que nous avons aujourd'hui partout dans le monde. Partout, je dis bien pas. Et c'était rendu possible, pourquoi? Parce qu'on était en Angleterre, dans ces années-là, c'est l'Angleterre qui a été le point de départ du libéralisme économique. C'était Margaret Thatcher. C'est elle qui a, en premier, libéralisé et privatisé les télécoms. Personne ne pouvait penser à cela à cette époque.
Nous, on était sous l'époque de ORTS, là, Office de radiodiffusion, télévision, BAL. Voilà, c'était un office qui était public, totalement public. Aujourd'hui, ce sont des sociétés privées qui dirigent ces services publics. Donc, ils ont fait cela, le contexte de l'Angleterre l'a favorisé et ils ont créé leur première ligue. Et la première ligue a été quelque chose d'extrêmement rentable. Parce que les clubs ont commencé à fonctionner dans ce sens-là. Alors, le deuxième événement qui a peut-être accéléré le libéralisme, au niveau mondial toujours, c'est le fameux arrêt Bosman dont on parle. Cet arrêt a dit aux gens, mais vous pouvez aller où vous voulez. Parce que ce qui s'est passé, c'était l'époque où on pouvait, dans les clubs, interdire aux joueurs de bouger. On était en Europe toujours, Europe libérale, liberté d'aller et de venir, libre circulation. Un club de football, même si vous êtes licencié là-bas, ne peut pas vous interdire d'aller ailleurs. Et ils ont ouvert les vannes. Alors quand ils ont ouvert les vannes, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu des conséquences sur le football. Et l'une des premières conséquences, c'est que les clubs les plus riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté tout le monde, tous les bons footballeurs. Ils les ont mis chez eux. Et il n'y a pas très longtemps, on le voyait dans beaucoup de clubs de football dans lesquels ils mettaient des bancs. Quand vous regardez le banc, c'est tous des internationaux. Et quand vous prenez cela, qu'est-ce qui va y arriver? Les autres ne vont pas avoir de bons footballeurs. Et vous allez gagner, vous, tous les matchs. Parce que vous avez les meilleurs. Il y a eu une réaction. Très vite et très violente. Ils ont arrêté cela. La seconde des conséquences de l'arrêt Bosman, et c'est ça qui nous intéresse, nous, et c'est ça notre contexte, peut-être, nous, d'évolution de football professionnel. C'est quoi? C'est que beaucoup de ligues, beaucoup de clubs, beaucoup de pays deviennent juste des tremplins pour des footballeurs, pour aller fournir les marchés qui sont riches. Et le marché qui est riche, c'est le marché anglais et c'est le marché européen. Alors, les pays, c'est pas seulement l'Afrique, hein. Je vais vous donner les listes des pays et vous verrez. Donc, c'est ce modèle économique-là qui, lui, aujourd'hui, si vous le regardez bien, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de ce modèle économique. Ce modèle économique n'a pas besoin de notre spectacle. Ce modèle économique fait tout d'ailleurs pour que nos équipes nationales ne marchent pas. Parce qu'ils ont besoin des joueurs là-bas. Ils s'organisent dans ce sens-là. Donc, c'est nous, aujourd'hui, qui devons nous adapter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce modèle, je crois qu'il est à son apogée, qu'on le veuille ou non, il est vraiment à son apogée. Tout à l'heure, vous avez parlé des droits de télévision. Ce qu'il gagne comme droits de télévision, c'est extraordinaire. Je donne des chiffres. Ici, les droits annuels de la Ligue 1 française. En 97, c'était 122 millions. Aujourd'hui, 1,153 milliards en 2020. Sur la même période, première ligue, le championnat anglais, 38 millions, c'est passé à 3,55 milliards de livres. C'est ça, aujourd'hui, les droits de télévision. Et c'est pour ça, vous dites, et vous avez parfaitement raison de dire qu'on a besoin de ces droits de télé pour pouvoir avoir une ligue qui va tenir. Et mieux, ces clubs qui sont dans des endroits qui sont riches se sont organisés pour être encore plus riches. Je vous donne le contexte parce que c'est important à connaître pour que nous puissions voir où est-ce qu'on va s'insérer à l'intérieur de cela. Ils continuent à être plus riches, ils créent des compétitions. La Champions League, là, vous croyez que c'est quoi? C'est bien, on le regarde, on est content. Barça, machin. Mais la Champions League, c'est pour permettre aux riches d'être encore plus riches. On crée même là-dedans des systèmes de, comment ils appellent là, quand ils font les tirages, là, les têtes de liste. Ils ne se rencontrent pas. La seule fois où Bayern et Real se sont rencontrés, Rummenigge, il a failli mourir en huitième de finale. Il a dit, c'est quoi ça? Comment vous vous organisez pour que nous nous rencontrions à ce niveau-là? Ils font tout pour qu'ils ne s'éliminent pas au départ. On fait des têtes de liste, ils vont rencontrer les plus petits, et eux, on les élimine, et après, on reste en quart de finale. C'est toujours les mêmes clubs, si vous remarquez. Toujours exactement les mêmes. Et c'est eux qui gagnent, engrangent les droits de télé. Mais mieux, ils sont même allés beaucoup plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Super League. Parce que ça leur suffit plus. Ils disent, on va faire la Super League. Et c'est autorisé au plan du droit. Les gens se sont offusqués et tout cela. Même en Angleterre, le Premier ministre s'est offusqué. Mais c'est dans le droit européen. C'est du libéralisme. C'est la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie. J'ai envie de faire mon business, je vais le faire, personne ne peut me l'interdire. Quand je cite quelque chose dans les cours que j'ai fait, il y a à côté, c'est pas le football, mais ça c'est le patinage artistique. Il y a eu une fédération internationale qui a voulu interdire à des patineurs artistiques de pouvoir aller faire des compétitions ailleurs que dans ce qu'ils ont organisé. La fédération leur a interdit. Ils sont attaqués et ils sont allés devant la Cour de justice des communautés européennes. Et celle-là a dit, mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le monopole. Donc c'est pour vous dire que même le monopole aujourd'hui d'organisation que la FIFA, l'UEFA ont, ça risque un jour de bouger. Et ça va bouger, je vous le dis. La Super League a failli faire bouger l'UEFA. L'UEFA qui ne s'entend pas avec la FIFA a été obligé d'aller se mettre avec la FIFA pour interdire la Super League.
Vous allez voir, ça va bouger et ça bougera beaucoup. Dans tout cela, l'Afrique, nous, on est dans quoi? Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène à dire, est-ce que, je vous avais dit que j'allais vous dire qu'il y a des pays que nous, notre génération, connaissait dans le football, ces pays ont disparu. Regardez bien. Je prends des clubs, l'Ajax d'Amsterdam, ils jouent le second rôle maintenant. Feyenoord, PSV Eindhoven, ils jouent le second rôle. Ça, c'est la Hollande. Vous prenez le Benfica de Lisbonne. Nous, quand on était plus jeunes, Benfica, c'était Eusebio, c'était le club qui gagnait tout le monde. Ça a disparu. Le Portugal, aujourd'hui, c'est à peine s'ils existent également. Parce qu'ils ont peut-être un joueur exceptionnel pendant un moment. Vous prenez des fédérations qu'on connaissait, Pays-Bas, Belgique, Écosse. Tout cela, il y a quelques années, ils existaient. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que le modèle libéral qui s'est imposé a fait de telle sorte qu'il y a une oligarchie qui gagne, l'autre qui perd. Et ils font tout pour que vous n'y arriviez pas. En 2002, on a déjoué tous les pronostics. On a pris le pays qui était champion du monde, on l'a mis avec le dernier de la liste, c'était le Sénégal, et le Sénégal a déjoué. Et la France a été complètement perturbée, et jusqu'à présent, d'ailleurs. Ils font tout. Quand on va en Coupe du Monde, ne croyez pas que c'est... D'ailleurs, c'est l'une des conséquences de ce libéralisme-là. Qu'est-ce qui se passe là? L'aléa sportif, il disparaît. L'aléa qui fait que les rencontres de football sont intéressantes à venir voir en se disant qui va gagner, qui ne va pas gagner. On ne sait pas. Et donc, ça, c'est un gros problème. Donc, l'alternative qui s'offre au Sénégal, c'est quoi? Et aux Africains, soit on dit qu'on reste et on s'insère dans cela, on utilise ce que nous avons actuellement et la place qu'ils nous ont laissée. La place qu'ils nous ont laissée, c'est quoi dans ce système-là? C'est une place de fournisseur de joueurs, fournisseur de matières premières. C'est tout. C'est la seule place que nous, on a. Et ce n'est pas étonnant qu'il se développe des académies ici, dans nos pays, qui se développent des centres de détection. On m'a dit que c'est le PSG qui va arriver là. Détection. Mais ça veut dire que nous, on ne va pas avoir de spectacle. Les meilleurs, ils vont les prendre dès le départ, ils vont partir. Et on va rester avec des gens comme moi qui, pour jouer au football, qui est-ce qui va aller voir professeur Sarro jouer au football? Personne. Les talents vont partir. Et du coup, on ne fera pas partie. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est tellement dangereux que ça pourrait poser des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, ça, c'est la première branche de l'alternative. On reste dans le sillon de ce qu'ils nous ont laissé, ou alors nous-mêmes, on s'organise. Et il faut s'organiser. Je crois qu'il faut s'organiser. Vous avez commencé, tout le monde commence. Le Sénégal regorge de ressources humaines. On a la possibilité de dire, on va nous-mêmes créer notre marché. Même s'il n'est pas mondialisé, on peut avoir un marché qui peut être attractif pour la télévision. On peut avoir un marché qui peut être attractif pour les sponsors. On peut avoir un marché qui peut permettre aux Sénégalais d'aller voir des matchs qui sont agréables. On peut faire en sorte que ça puisse marcher. Et comment il faut le faire? Et c'est ça, aujourd'hui, le cadre juridique. Et vous avez parfaitement raison. La première des choses que moi, je ne trouve pas très très bien, et ça, Amsatou peut-être qu'il va être d'accord ou il ne va pas être d'accord avec moi, notre ligue de football professionnel, sa manière de fonctionner, ça correspond à une étape. C'est fini maintenant. L'étape, c'est que la ligue de football professionnel, il l'a dit, il relève du code des obligations civiles et commerciales. C'est une association. Une association ne fait pas de business. Je suis désolé. Pour faire la ligue de football professionnel, on a été obligé de dire aux associations, les ASC qu'on avait, créer une société. Tous les clubs là ont des sociétés pour essayer de faire du business. Mais la ligue aujourd'hui, elle fonctionne mieux en termes de management. Elle fonctionne avec un directeur exécutif. Le directeur exécutif, ça veut dire quoi? Il exécute ce qu'on lui demande de faire. Est-ce que c'est un bon manager? Oui, mais si on le limite à faire de l'exécution, il ne sera pas un manager visionnaire. Et ça, c'est un problème. Parce que ceux qui sont en charge de dégager les grandes orientations pour créer un football professionnel rentable, ceux-là sont dans le conseil d'administration. S'ils sont dans le conseil d'administration et qu'on leur demande de décider, ils pourraient, je ne dis pas qu'ils sont, mais ils pourraient être dans des situations de conflit d'intérêts parce qu'ils sont tous dans des clubs. Et vous leur dites de dégager. Ça peut poser des problèmes. Mais si vous choisissez quelqu'un qui est neutre, vous lui dites, venez, dégagez-nous les moyens de faire de l'argent, il n'y aura aucun problème. En France, on est fait exactement de la même manière que la France. Il y a un conseil d'administration de la Ligue, mais elle sort des grandes orientations. Mais dégager aujourd'hui un plan stratégique et tout ça, c'est le comment on appelle le directeur, c'est le directeur général. Voilà. C'est pas un directeur exécutif, c'est le directeur général de la Ligue. Ça a été Frédéric Thirier. Frédéric Thirier n'avait rien à voir en France avec les clubs de football. C'était un avocat. Ensuite, Nathalie Dubois de la Tour. Elle n'est pas du tout. D'ailleurs, quand elle a quitté la Ligue, elle a été recrutée par une grande entreprise. C'est pour vous dire que ceux qui doivent être dans la Ligue et qui doivent diriger, ce n'est pas forcément le monde du football. Pas forcément. Donc, il faut prendre un manager
qui vous disent, je vais trouver les moyens de faire en sorte que, si vous voyez M. Diak, il va vous trouver des sponsors. Il va vous trouver des gens qui vont... Voilà, c'est cela qu'on attend aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le premier point sur lequel je crois, Amsatou, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. J'aurais bien aimé que Saher soit là pour qu'on en parle. Malheureusement, il est parti. Ensuite, sur le second point, c'est bon, j'ai terminé mon temps. Donc, il reste 5-6 minutes. 5-6 minutes. Non, si j'ai terminé, j'arrête. Donc, il a commencé à 25. Il reste 5 minutes. 5 minutes, voilà. Le second, c'est un point, je vais résumer ce que je voulais dire. C'est un point sur lequel je crois qu'il faudrait qu'on se mette d'accord. Mais ça ne vous interpelle pas. Ça interpelle plutôt l'État. C'est le directeur de cabinet qui aurait dû être là. C'est le ministère et c'est l'État, ce sont les décideurs. Est-ce que tout le monde peut être professionnel ici? Combien de clubs professionnels on a dans ce pays-là? C'est trop. Moi, je vis avec un club professionnel qui est à côté de chez moi. Il est en Ligue 2. Il est professionnel. Chaque fois qu'il doit se déplacer, il vient me voir. Professeur, donc, il me passe. Je dis non, vous n'êtes pas professionnel. Et pourtant, il est agréé comme club professionnel. Et l'année prochaine, il peut monter. Et ce qui s'est passé pendant quelques temps dans notre championnat, c'était même assez caractéristique. Les clubs de Ligue 1 qui montaient, qui devenaient champions et qui descendaient après. Parce qu'eux, ils ont pu conserver un effectif pendant un moment. Peut-être du point de vue technique, vous me direz, vous les techniciens. Mais c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Donc, ça, je crois que l'État peut décider, et de manière claire et nette, qu'on est tenu d'avoir peut-être une dizaine de clubs professionnels. Un point, c'est tout. On fixe des cahiers de charges. En Écosse, le championnat professionnel écossais, je crois qu'ils sont 6 ou 7 clubs. 4. 4 au départ, mais je veux dire, ils ont 4 matchs dans l'année. Celtic contre Glasgow, Celtic contre Rangers, Rangers contre Glasgow, de temps en temps, Aberdeen monte. C'est tout. Mais ils n'ont pas, et ils arrivent à avoir aujourd'hui le moyen de fournir le marché anglais en joueurs. Il y a combien de joueurs écossais dans le marché anglais? Et ils ont un championnat dans lequel leurs champions, ils vont tout le temps en Ligue des Champions. Ils gagnent de l'argent. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? On limite nos clubs professionnels. On s'organise pour que ceux qui doivent sortir, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel l'État doit pouvoir agir. Les jeunes qu'on amène là, il faudrait fixer un âge. Il faut fixer un âge. D'ailleurs, la réglementation internationale des transferts interdit de faire bouger un gosse avant 18 ans. Plus maintenant, aujourd'hui, si nous on met que quelqu'un ne sort pas avant 20 ans, au moins ces jeunes-là, de 18 à 20 ans, ils vont servir les clubs ici, ils vont jouer, on aura du spectacle, on aura des talents, on aura quelque chose. Ça, c'est des décisions de l'État. Ce n'est pas le monde professionnel du football, ce n'est pas le monde amateur du football qui le fera. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles je crois qu'il faut aller. Maintenant, le reste, c'est quoi? Trouver un système pour régler nos litiges entre nous ici également. Parce que, c'est quoi? J'ai constaté que dès qu'on parle de problèmes entre nous, on dit c'est le TAS. Mais c'est faux. Le TAS, c'est loin, c'est cher, et ce n'est même pas obligatoire. Mais je ne sais pas qui a mis dans nos têtes que le TAS, c'est obligatoire. Mieux, quand vous regardez les textes de la fédération aujourd'hui, il y a la possibilité de mettre ici, en Afrique, ou au Sénégal, un centre d'arbitrage que la FIFA va être obligée de reconnaître. Mais vous préférez prendre des millions, aller les mettre là-bas et dire le TAS a dit, le TAS a dit. Mais le TAS, c'est un tribunal privé. Je ne sais pas si est-ce qu'on le sait ou pas. Ce n'est pas le tribunal de la FIFA. C'est un tribunal privé, fait par des privés qui cherchent de l'argent. Et la FIFA l'a agréé. De la même manière qu'elle agrée le TAS, elle peut agréer un tribunal africain, elle peut agréer un tribunal sénégalais. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais de manière vraiment très très ramassée, en vous disant encore une fois, M. Thiam, merci beaucoup. Et je suis très content de partager avec Maman, avec Bou Diop, Pape Massata, Bounama, Bal, tous ceux qui sont là, ce panel-là. Le Sénégal regorge de ressources humaines. On a la possibilité, je crois, de faire quelque chose si on a la décision et la volonté politique d'y aller.